Bonsoir et bienvenue sur Vox Live, votre émission de débat où nous décryptons les grands enjeux qui façonnent notre continent. Aujourd'hui, nous abordons un tournant majeur dans les relations entre l'Afrique et l'Europe. Tchad-France, la fin des accords de défense. Quelle lecture? Depuis 1976, ces accords ont permis à la France de maintenir une présence militaire significative au Tchad, un pilier de sa stratégie sécuritaire dans le Sahel. Mais aujourd'hui, la dynamique semble changer. Avec la mort d'Idriss Déby en 2021, l'évolution de la transition politique tchadienne et une montée des sentiments anti-politiques françaises dans la région. La rupture des accords marque-t-elle une émancipation stratégique au Tchad ou un pari risqué pour sa sécurité? Pour explorer ce sujet, nous avons trois invités d'exception. Ce soir, nous recevons Jonas Moulenda. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du parti PUR pour l'unité et la régénération au Gabon. C'est ça. À ma gauche, Frédéric Tchoungui, bonsoir. Bonsoir, merci de nous recevoir, Soukaina. Vous êtes analyste politique, spécialiste, on peut le dire, des transitions démocratiques en Afrique et vous allez nous aider à contextualiser le sujet. Et enfin, Cédric Amdieu, bonsoir. Bonsoir. Ingénieur financier, fondateur du think tank 50 Afrique et vous allez, comme toujours, nous aider à avoir un éclairage économique du sujet. Avant de commencer cette émission, je vous propose de regarder ce magnéto s'il est signé Valère Bouguet. C'est une grande première dans l'histoire du Tchad. La ville d'Abéché a vécu la première mobilisation publique de la population en soutien à la décision du président Mahamat Déby Itno de rompre la coopération militaire avec la France. À l'initiative des autorités locales, la manifestation a réuni des centaines d'habitants de la ville sur la place de l'Indépendance. Sur des motos ou à pied, des manifestants ont paradé sur des kilomètres avant d'atteindre la place de l'Indépendance, point de chute de ce rassemblement. Sur des bouts de papier, on pouvait lire des inscriptions telles que Tchad Oura, France Bara, c'est-à-dire oui à la rupture et au départ des forces françaises du Tchad. Avec cette mobilisation, la population d'Abéché est la première à exprimer publiquement son soutien aux autorités tchadiennes. La ville abrite pourtant un camp militaire constitué de soldats français. Le 4 décembre dernier, une commission spéciale a été mise en place par le gouvernement tchadien en vue de superviser la mise en œuvre de la rupture de l'accord de coopération militaire entre Paris et N'Djamena. La commission, placée sous l'autorité directe du Premier ministre Alamai Ailina, a pour mission principale de notifier officiellement aux autorités françaises la fin de l'accord et de préparer un plan détaillé de désengagement des soldats français sur le territoire tchadien. La coopération militaire entre le Tchad et la France, remontant aux années 1960, avait été révisée en 2019, mais faisait l'objet de critiques de plus en plus croissantes de la part de la société civile. Avec environ 1 millier de soldats français encore sur son sol, le Tchad amorce ainsi une transition inédite sur le plan géopolitique dans un contexte régional marqué par des enjeux sécuritaires de plus en plus importants. On va essayer de décrypter grâce à ce magnéto, mais également grâce à la présence de nos invités. On va essayer de contextualiser cette décision tchadienne à la lumière de l'histoire et de la coopération militaire. On l'a évoqué, 1976. Frédéric, est-ce que vous pourrez expliquer aux téléspectateurs un petit peu le contexte de ces accords? Alors, il faut savoir que les accords de défense qui ont amené les bases militaires à se déployer au Tchad, mais en réalité dans la sous-région, parce que ce n'est pas que le Tchad qui comportait des bases militaires françaises, c'est un peu l'ensemble de la sous-région qui comportait des bases militaires françaises. Mais ces accords de défense, tout simplement, sont des accords militaires qui ont été passés entre les différents pays qui, au sortir des indépendances, ont continué à garder des très importants rapports, que ce soit politiques, économiques, sociaux et militaires avec la France. Et ce qui a conduit en fait à la mainmise, c'est-à-dire une forme de présence française qui s'est banalisée dans ces territoires-là pour aider à sécuriser. C'est ça, c'est-à-dire Ces accords, ils ont justifié l'opération Barkhane notamment. Exactement, pour permettre la souveraineté, de maintenir la souveraineté de ces États au sortir des indépendances, et que ce soit la force Serval, que ce soit la force Barkhane, etc.
La France, par là, soutenait les régimes en place pour leur permettre d'assurer une certaine continuité de leur État et le maintien de leurs frontières. Et donc nous arrivons aujourd'hui où on se rend compte qu'effectivement il y a un ensemble, ces bases militaires ne sont plus pour la plupart, et surtout au Tchad, et je pense qu'on aura le temps de mieux le développer au cours de la discussion. Alors justement, cette décision, elle est apparue un petit peu surprenante pour certains. Cette décision de la fin des accords militaires, elle a été faite par voie de communiqué. Beaucoup l'ont découvert un peu comme ça. Jonas Moulenda, quelle lecture vous faites de cette décision prise par le Tchad? Non, je crois que le nouveau président tchadien qui a succédé à son père s'inscrit dans le cadre d'une aspiration populaire. Vous savez qu'avec les mouvements, les nouveaux courants de souverainisme, de nationalisme et de patriotisme, l'appel, c'est le retrait des troupes françaises pour retrouver une sorte de souveraineté. Parce que la présence de ces forces étrangères sur le sol africain ne suffit pas. Donc tout le monde appelle au retrait des militaires français, et surtout que c'est des États indépendants. Donc, C'était une surprise ou c'était finalement attendu? C'est la suite surprise logique. pour le Tchad, oui, parce que c'était 3 jours après le passage du ministre français des Affaires étrangères, M. Barrot, qui a apporté des assurances quand même. Et puis on sait quel est le rôle que la France a joué pour cette succession de père en fils. Et la France a beaucoup apporté tout au long de la transition, a beaucoup apporté au Tchad. Donc on s'attendait à ce que ce soit d'autres pays, mais pas le Tchad. Mais malheureusement, c'est arrivé. Ça a été une surprise pour beaucoup, mais moi j'étais surpris quand même parce que je me suis dit, ben tiens, avec la petite tape sur les épaules que Macron faisait au président de la transition, mais lorsqu'il a commencé, au sortir de son voyage en Russie, j'ai compris qu'il a eu un lavage de cerveau là-bas et qu'il fallait qu'il s'arrime au mouvement populaire qui demande le départ des militaires français du continent africain. Cédric Amdieu, je vous retourne la question. Oui. Quelle réaction vous avez eue justement En fait, à l'annonce? moi je pense que c'est une grosse surprise de la part du Tchad de rompre la coopération militaire avec la France. Pour plusieurs raisons. Comme l'a souligné, en fait, le ministre des Affaires étrangères était en visite au Tchad il y a quelques jours, ensuite au Soudan. Et quand il est rentré, en fait, justement en France, il a remis un rapport comme quoi, en fait, il y aurait une réduction des effectifs, en fait, en France, mais pas de suppression, en fait, d'accords militaires. Après, on pouvait un peu envisager cela parce que déjà, l'analyse qu'on fait souvent, c'est que lors du dernier sommet de la francophonie entre le président Mahamat et le président Macron, il y a eu des échanges un peu houleux dans le sens où le président Macron, semble-t-il, avait affirmé que il y avait eu en fait le Tchad aidait en fait les rebelles soudanais en fait à travers en fait le transit d'armes, ce qui n'a pas apprécié le président Mahamat. Il y a aussi je crois en fait un procès contre le président Mahamat de la part des administrations françaises, et surtout c'est stratégique parce que on sent un sentiment de souveraineté un peu partout, un peu en Afrique. Et donc, il y a l'état de siège, enfin, les états de siège où la souveraineté est mise en avant, au Sénégal aussi, la souveraineté est mise en avant. Et donc, je pense que le président Mahamat aussi a voulu, on va dire, mettre en avant ce sentiment de souveraineté pour rompre les accords de coopération avec l'Élysée. Surtout que il y a les initiatives qui se rapprochent du point de vue interne au Tchad. Donc, sachant le sentiment anti-français, on peut dire aussi, contre plutôt anti-politique française, ça peut être stratégique de sa part en fait d'utiliser en fait l'argument souveraineté du Tchad pour pouvoir rompre les accords avec la France. Qu'est-ce que ce retrait traduit, Frédéric? Alors, je pense que ce retrait traduit, bon, premièrement, pour remettre les choses dans le contexte, effectivement, moi aussi j'ai été surpris. Donc, connaissant surtout le Tchad, en réalité, c'est la base arrière de la France, c'est historique. Ce n'est pas un simple pays, pour la France, ils ont vraiment des rapports très importants et qui, militaires, des accords militaires très importants et qui, surtout, sont sur le très long terme. Ça, il faut le mentionner.
Maintenant, d'un point de vue africain, si on se pose d'un point de vue panafricain, on voit, comme l'a mentionné M. Yamdieu, qu'il y a un vent de souveraineté qui souffre en Afrique. Et aujourd'hui, il est important de remettre en question tous les partenariats qui ont été passés militairement avec les puissances. Tout à l'heure, j'ai parlé, dans une autre émission, on a parlé du fait de l'importance de la bilatéralité sur la multilatéralité. Aujourd'hui, on se rend compte que les États africains veulent avoir des partenariats bien définis avec les différentes puissances qui se positionnent comme voulant les aider et les soutenir. Et je pense qu'il y a eu aussi un fait marquant qu'on n'a pas évoqué au Tchad. 2 semaines avant la rupture des accords, il y a eu 50 militaires tchadiens qui ont été massacrés au niveau de la frontière. Et je pense qu'ils se sont rendus compte qu'en réalité aussi la France n'a pas joué son rôle. Parce que pourquoi avoir des bases militaires françaises si jamais elles n'arrivent pas à stabiliser la région? C'est d'une part le vent panafricain qui souffle sur l'Afrique, et d'autre part aussi les résultats de l'armée française qui ne sont pas au rendez-vous en réalité. C'est-à-dire que nous avons été massacrés, nous avons perdu cette guerre contre les rebelles. L'armée française ne nous a pas soutenus en réalité. Et il faut le dire, aujourd'hui maintenant il y a la milice Wagner qui rentre en jeu dans le Sahel et qui peut être une alternative, même si effectivement ce n'est pas la Russie, parce que c'est du paramilitaire, ça reste des mercenaires entre guillemets, mais qui peuvent être une alternative par rapport au manquement de la France, aussi au manquement du pays en question. Donc les points essentiels par rapport à ce changement, le changement de narratif sur le continent africain, et le Tchad plus précisément par rapport à l'armée, c'est le panafricanisme bien sûr, aussi le manque de résultats des Français, et aussi on se demande qui protège, est-ce que ce ne sont pas leurs intérêts qui protègent en réalité, et deuxièmement, le fait qu'on puisse avoir plusieurs alternatives au niveau militaire. Cette coopération, Cédric Yamdieu, franco-tchadienne, elle a souvent été justifiée par des intérêts économiques et sécuritaires. Est-ce que ces accords, ils avaient encore une pertinence stratégique de part et d'autre? En fait, aujourd'hui, l'Afrique est le centre du monde. Donc, du coup, les leaders africains ont maintenant l'opportunité et le choix de diversifier, de choisir les partenaires qu'ils veulent. Militairement, il y a la Russie et la Turquie qui se positionnent du point de vue militaire, en fait, comme partenaire stratégique, du point de vue, surtout formation, en fait, des armées africaines. Quoique aussi les États-Unis, puisque, en fait, l'administration tchadienne a signé, en fait, des contrats avec une entreprise privée pour former des militaires tchadiens. Économiquement aussi, le Tchad, comme beaucoup de pays africains, ont le choix d'avoir différents partenaires, partenaires historiques comme la France, des partenaires économiques comme la Chine, la Turquie et la Russie ou le Liban, des partenaires aussi et autres. Donc aujourd'hui, je pense que la coopération militaire va dans ce sens de souveraineté et diversification de partenariats. Mais il faut comprendre que là, d'après ce que j'observe, le président Mahamat met fin aux accords à la coopération militaire entre la France et le Tchad, mais je pense que c'est peut-être, je peux me tromper, dans une démarche de gérer le pays par lui-même, avec la propre armée tchadienne, que d'avoir un énième partenaire militaire qui viendra les aider pour sécuriser le pays. Ça ne va pas devenir justement un terreau fertile comme d'autres pays ouest africains. Vous parliez tout à l'heure de la Russie notamment. Quelle place du moins quel rôle va avoir le Tchad justement par rapport à ses partenaires extérieurs? Est-ce qu'il va avoir la volonté de créer des partenariats avec eux? Moi, ce que je sais, c'est que le président Mahamat l'avait dit qu'il n'était pas dans une logique de quitter un maître pour un autre. Bon, mais il a été quand même en Russie. Qu'est-ce qui s'est dit là-bas? On ne sait pas. Maintenant, je sais que la France, depuis 3 ans, parlait de la réduction drastique des militaires français sur le continent africain. Et il a dit tout à l'heure, Jean-Marie Bockel, l'envoyé personnel du président Macron en Afrique, a fait une tournée. Il a été en Côte d'Ivoire, il a été au Gabon, il a été au Tchad.
Bon, sauf le Sénégal, parce que le président du Maïfa et le Premier ministre Sonko avaient argué poliment, avaient refusé poliment en prétextant des élections législatives. Mais c'était déjà en vue, c'était demandé, c'était voulu d'ailleurs. Il était question de réduire pour la Côte d'Ivoire et le Gabon, c'était à quelques 100 militaires. Le Tchad, c'était 350 parce que c'est 1000 soldats qui sont là-bas. Et Djibouti, 1400. 1500, yes. Voilà. Donc, la France n'a pas anticipé parce que c'est une promesse vieille de 3 ans. On n'a même pas besoin d'envoyer Jean-Marie Bockel pour faire un état de lieu puisque la situation est connue. Sauf que la France a utilisé les méthodes dilatoires. Et là, avec le mouvement souverainiste, les gens ont décidé justement que l'armée française s'en aille. Maintenant, est-ce que... Il faut reconnaître que le Tchad fait partie des meilleures armées du continent. Exact. Hein? Donc, le Tchad peut s'en tirer seul, sans avoir besoin de Wagner ou autre. Wagner, ce n'est même pas une armée, c'est des milices, comme il a dit tout à l'heure. Donc, milices paramilitaires. voilà. Donc, le Tchad peut s'en sortir seul. Lors des missions de maintien de la paix, je me rappelle, j'ai couvert la MISAB, la mission des Nations Unies à Bangui. J'ai vu que le Tchad était l'armée la mieux organisée. À côté d'autres pays, ce n'était pas à comparer. Donc je ne pense pas. Si je m'en tiens à ses propos, il disait qu'il n'a pas besoin forcément de quitter un maître pour un autre. C'est que le Tchad pourra... Si c'est dans le cadre de la souveraineté qui est réclamée à UADIA, c'est qu'on n'a pas besoin de passer en Russie. Frédéric Tchoungui. C'est vrai qu'on a mentionné, on mentionne beaucoup le Tchad, mais aussi d'un point de vue français, il faut le dire que c'est malgré le fait qu'ils aient, bien entendu, dans les divers communiqués et essayer de mettre en place une politique pour en mettre moins de militaires, en tout cas enlever des militaires sur le sol africain, c'est un véritable camouflet. Et c'est un camouflet qui a des répercussions non pas économiques, mais plutôt dans l'image de la France, qui est de plus en plus écornée et de moins en moins respectée sur le continent africain. Et qui se prive, comme vous l'avez dit, de la meilleure armée du continent. Exactement. C'est le grand perdant dans l'histoire. C'est clairement le grand perdant parce que son image, d'abord au niveau international, en prend un coup. Vous savez, la France est une super puissance expansionniste. Ça veut dire que pour qu'elle puisse continuer à faire peur, elle doit avoir la main mise sur ses anciennes colonies pour pouvoir continuer à être respectée parce qu'aujourd'hui, économiquement, elle ne pèse pas. Aussi géopolitiquement aussi, elle a des bases militaires un peu partout dans le monde. C'est ce qui la renforce. Vous savez, la France a je crois, la plus grande possibilité de déploiement sur la planète entière parce qu'elle a des îles partout dans le monde, que ce soit au Pacifique, que ce soit en Atlantique, ou dans l'océan Indien. Donc, c'est ce qui fait la grandeur de la France aujourd'hui. Donc, plus elle va commencer à perdre en réalité ses bastions, surtout en Afrique centrale, parce que l'Afrique centrale, ça reste le laboratoire de la France. Le laboratoire, quand je dis laboratoire, je parle même laboratoire, je dirais pas économique, mais plutôt au niveau de la prédation, dans le sens où elle a vraiment développé tout ce c'est elle qui a marginalisé en réalité cette région-là en pompant les matières premières, les ressources et en ne rendant pas. Donc en fait, le fait qu'elle soit balayée de cette manière par ces anciennes colonies ne donne pas une bonne image de la France et ne lui permet pas d'assurer son leadership et de perdre en influence. C'est pour ça que elle est aujourd'hui dans une situation où elle doit complètement revoir sa politique vis-à-vis des États africains, surtout des États de l'Afrique centrale, pour pouvoir continuer à avoir des partenariats qui, malheureusement, ne se traduiront plus par la présence de bases militaires, mais plus par des partenariats économiques. Qu'est-ce que ça renvoie justement, Cédric Amdieu, on l'a évoqué à l'instant, mais qu'est-ce que ça renvoie comme message sur la scène internationale, cette fragilisation encore de la France? Est-ce que ça montre que finalement, elle n'a plus du tout sa place sur le continent? Est-ce qu'elle est considérablement affaiblie? Qu'est-ce que ça traduit? Alors, il y a deux influences que la France a sur le continent africain, politique, même trois, politique, sécuritaire et économique. Le sécuritaire, c'est avec les bases militaires, l'économique, c'est avec le franc CFA. Là, c'est deux symboliques, donc les bases militaires et l'outil monétaire. Donc là, malheureusement,
là, pour l'instant, c'est les bases militaires qui sont à porte-à-feu, c'est-à-dire que c'est les bases militaires qui sont en train d'être supprimées du continent africain. On le voit en mouvement, ça a commencé d'abord au Mali, ensuite au Burkina, ensuite au Niger. Là, aujourd'hui, c'est le Tchad. Effectivement, ça montre que l'influence, du moins militaire, de la France est de plus en plus faible. Donc, ça laisse la porte ouverte à d'autres partenaires comme la Russie. On verra comment ça va évoluer. Ou bien, dans un autre scénario, ça permettra aux États africains de s'assumer, c'est-à-dire de former et de bien former leur armée, d'avoir une armée indépendante qui puisse veiller à la sécurité des populations et au bien des populations. Maintenant, du point de vue économique, c'est la France dans une stratégie haute, c'est-à-dire qu'elle a compris que son influence est en train de baisser, en fait, dans les pays francophones. Donc aujourd'hui, la France est en train d'attaquer plutôt les marchés anglo-saxons. Donc typiquement le Nigeria, le Kenya. Donc, et on le voit souvent, aujourd'hui ce n'est plus la France-Afrique, c'est Africa French en fait. Donc Africa France. Donc comme le prochain sommet qui se fera au Kenya. Donc la France est dans une démarche plutôt d'avoir des partenaires économiques aujourd'hui, de développer plutôt les partenaires économiques avec les pays anglo-saxons, surtout qu'il y a un sentiment, comme on l'a dit, un sentiment entre guillemets anti-français qui est en train qui continue d'ailleurs à être popularisé au sein du peuple. Et à l'inverse, Jonas, qu'est-ce que ça traduit pour les autres États africains, ce retrait? Qu'est-ce que ça vient marquer? C'est un symbole fort, finalement. Vous l'avez dit, la meilleure armée du continent qui décide de rompre cette relation, du moins militaire, avec la France. Qu'est-ce que ça traduit qu'est-ce que ça renvoie comme message pour les autres États africains? Ça traduit un changement de paradigme. Déjà, ici, ce ne sont pas... Le Tchad, c'est quand même un allié, c'est un pays qui est considéré comme un allié sûr de la France, contrairement aux autres pays qui étaient connus pour leur rapprochement prononcé avec la Russie. Donc c'est tout un symbole. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est quoi la valeur ajoutée de la présence militaire française sur le continent africain? Rien. On dit que c'est pour surveiller les intérêts français. Lesquels? Ça n'a jamais été clair. C'est ambigu. Et on a argué de la formation militaire, que c'est pour former Mais la France aujourd'hui n'a plus les moyens. C'est même une bonne chose pour la France. Ça fait des économies. Parce que la France n'a plus le moyen d'entretenir cette coopération militaire. Donc elle gagnerait à faire des économies en retirant totalement ses troupes. Et puis, montrer... Vous savez, la France est le seul pays à avoir maintenu des bases militaires dans ses anciennes colonies. Au soir de l'indépendance, le Royaume-Uni, la Belgique, l'Italie et le Portugal ont systématiquement retiré leur base militaire. Mais pourquoi la France n'a pas fait autant? Donc c'est la grande question qu'on doit se poser. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Quelle est la valeur ajoutée? La France doit découpler le partenariat militaire avec le partenariat économique, pour laisser uniquement le partenariat économique si les pays acceptent, bien sûr. Frédéric Alors, juste pour revenir sur les bases militaires et la raison, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est parce que la France doit s'affirmer. Vous savez, la France fait partie premièrement du Conseil de sécurité de l'ONU. Ça veut dire qu'elle a la bombe nucléaire. Donc, elle a déjà un statut international. Et son statut repose en réalité sur ses différentes conquêtes. C'est-à-dire que c'est vraiment les conquêtes de la France qui lui permettent d'avoir ce statut-là. C'est-à-dire on a colonisé l'Afrique, on maintient notre influence en Afrique. Ça nous permet d'être crédibles par rapport aux autres puissances. Parce qu'aujourd'hui, si on se place d'un point de vue des investissements, en réalité, la France ne peut jamais investir comme la Chine. Ils n'ont pas la capacité financière de pouvoir mener des projets aussi importants structurellement que la Chine. Ils n'ont pas la possibilité, comme les Américains, de pouvoir étendre leur culture. Parce que les Américains, avant d'être une puissance économique, c'est d'abord le soft power, c'est d'abord la puissance culturelle des Américains qui s'est imbibée un peu partout dans le monde. Donc en fait, la France, ce qui lui restait, c'est quoi? C'était la mainmise sur ses colonies. Son héritage. Et aussi la possibilité pour elle d'avoir ses bases militaires dans ces endroits-là qui lui permettent de montrer aux autres puissances que, regardez, nous on est présents là-bas, on a la capacité même en tant que petit pays de 60 millions d'habitants, 70 millions, 60 millions d'habitants, à peu près 65 millions, nous avons la possibilité de maintenir une présence claire et concise
sur ces pays africains. Ça nous donne donc la possibilité de parler en tant que géant. C'est-à-dire je me positionne au même piédestal que la Chine. Je peux parler avec les États-Unis, je peux parler avec le Royaume-Uni, je peux parler avec la Russie. Mais le fait de perdre cette influence-là n'est pas une bonne chose pour la France, parce que la France, en réalité, ce n'est qu'une bulle. Moi, j'appelle ça une bulle spéculative. C'est-à-dire que la France, ce qui lui reste de sa grandeur, en réalité, ce n'est plus que son nom et son histoire, l'héritage des Lumières, etc. Ce n'est plus que cet héritage-là. Donc, au jour d'aujourd'hui, la France a perdu de son influence. Et si un allié comme le Tchad, un petit pays, je mets entre guillemets, hein, bien entendu pour les téléspectateurs, mais au vu d'un occidental, un petit pays entre guillemets, bien sûr le Tchad est un grand pays, l'a fait partie de cette manière, c'est bien la preuve que la France est en train de perdre son hégémonie, et ce n'est pas aussi un bon signal pour les autres puissances. Cédric Amdieu, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je rejoins ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le constate un peu partout, un peu en Afrique francophone. La France perd du terrain sur beaucoup de plans. Aujourd'hui, c'est sur le plan militaire. Je pense qu'il y a eu une mauvaise stratégie en fait de la France dans la gestion de ses anciennes colonies. Je pense qu'elle aurait dû laisser ces anciennes colonies créer leur propre identité, leur propre histoire. Aujourd'hui, elle a maintenu des bases militaires. Encore une fois, c'est la symbolique, c'est-à-dire que ces bases militaires sont censées protéger les ressortissants français, les intérêts français, mais en fait, en général, quelle était vraiment la plus-value? Elles sont 5 ou 4 maintenant actuellement. Quelle était vraiment la plus-value? Aujourd'hui, c'est plus un argument pour augmenter ou bien pour amplifier le sentiment anti-français. Et ce symbole est en train de partir et je dirais peut-être heureusement pour les Africains. Vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais ajouter, je pense que c'est très important de le mentionner, pour aller dans son sens. La France ne comprend pas l'Afrique et n'a jamais cherché à la comprendre. C'est ça le grand dame de la France en réalité. C'est-à-dire que la France est venue avec des velléités expansionnistes et restée sur la surface et n'a pas compris en réalité l'histoire africaine dans son essence. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que elle est surprise aujourd'hui du développement de l'Afrique. Elle est surprise que l'Afrique diversifie ses partenaires. Pourquoi? Parce que elle est restée dans le temps de Gaulle en réalité. C'est-à-dire que pour elle, De Gaulle nous a donné une constitution. De Gaulle nous a donné même, on utilise le code civil de Napoléon. Voilà. Donc en fait, l'histoire française a été transposée chez nous. Elle n'a pas compris que en réalité, l'Afrique ne dort pas. L'Afrique est en train de petit à petit rejoindre la mondialisation, mais avec ses propres outils. Et comme la France dans une logique panafricaine, c'est ça. Plus que et jamais, comme la France ne connaît pas nos outils et n'a jamais voulu les connaître, elle est maintenant surprise de voir que mais en fait, il y a un boom économique qui est en train de se préparer. Mais comme nous avons usé des vieux instruments passés, malheureusement, nous n'allons pas pouvoir en profiter. Et une dernière chose, la France jouit d'une image qui n'est pas bonne. C'est pour ça qu'elle aura du mal à redéfinir son partenariat avec nous, parce qu'elle concentre en réalité la pauvreté de l'Afrique. Elle concentre le choix de nos dirigeants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut décider de tel ou tel président. Elle aussi cristallise le franc CFA. Le franc CFA, c'est la France, cette monnaie qui nous inféode en réalité. Donc la France va jouir de tout, malheureusement, de cette image. Donc pour qu'elle puisse réaffirmer les choses, il faudra vraiment qu'elle fasse un travail en profondeur. On va poursuivre dans un instant. Jonas Moulenda, je vous laisse réagir et on va passer à la seconde partie de l'émission. En dehors des bénéfices sur le plan économique, parce que ça fera moins de bases, moins d'entretien, il y a aussi le bénéfice sur le plan de l'image de la France, parce que la présence militaire française sur le continent africain a favorisé ces discours complotistes de pillage des richesses du continent. Et d'ailleurs, même le président russe l'a souvent dit, Vladimir Poutine l'a dit, vous voyez, il y a des militaires, vous voyez, moi je n'ai pas de militaires sur le continent africain, regardez la France. Donc, franchement, la France, au lieu de pleurer, elle gagnerait à prendre ça sur soi et puis revoir les choses autrement, quoi. On va détailler justement finalement ce rejet de la politique française, les causes, mais aussi ce terreau fertile pour les puissances étrangères. On prend une courte pause et on revient dans un instant sur Vox Live.
Merci d'être avec nous sur Vox Live. Le débat se poursuit. Donc, on parle du Tchad, parce que c'est le thème de l'émission, mais finalement, ce n'est pas un cas isolé. Avant le Tchad, il y a eu le Mali, il y a eu le Niger, il y a eu le Burkina Faso. Cédric Amdieu, finalement, est-ce que cette cessation, cette volonté d'être un peu en rupture avec la politique française, ou du moins la stratégie militaire, est-ce qu'elle s'inscrit dans une tendance structurelle? On parle beaucoup de taches d'huile. On dit que tout ça se propage un petit peu sur le continent, qu'il y a cette volonté panafricaine de retourner à sa souveraineté. Mais finalement, est-ce que c'est pas structurel? Je pense qu'il y a quand même un fond, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une volonté de rupture de la plupart des pays africains et de souverainisme en règle générale. Les pays de l'AES, le Sénégal, dont le message est assez clair, et même avant d'être président, le président sénégalais, le Sonko, ils avaient une démarche vraiment de rupture, d'intégrité et aussi de souveraineté pour leur pays. Et on le voit même, les candidats à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, comme Mme Simone, utilisent encore l'argumentaire, enfin, la souveraineté de l'Afrique. Oui, c'est un outil pour convaincre finalement, c'est un argument de campagne aussi aujourd'hui. Oui, on doit être transparent. C'est à la fois en fait une nécessité parce que l'Afrique doit être maîtresse de son destin, mais aussi un argument de campagne dans le sens où c'est populaire et c'est ce que souhaite la population. La population veut vraiment en fait la souveraineté de l'Afrique, qui est à contrario en fait avec le sentiment anti-français qui est né il y a quelques années et qui continue à émerger. Donc, au fur et à mesure que ce sentiment anti-français se développe, le champ de la rupture et de la souveraineté de l'Afrique se met en marche. Alors, Frédéric Tchoungui. Moi, je pense que effectivement, lorsqu'on analyse la situation en Afrique francophone, que ce soit d'ouest ou centrale, on se rend compte qu'il y a un sentiment anti-français d'abord, parce que pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, la France cristallise en réalité tous les maux de l'Afrique. Et il y a le problème des économies africaines, c'est qu'il y a un développement à deux vitesses. Il y a le développement des élites qui, parfois, dans certains pays, sont cooptés par la France et travaillent à l'épuisement des richesses, en tout cas la prédation, travail de connivence avec la France pour pouvoir mettre en place des politiques qui vont permettre la prédation des matières premières et des richesses du pays. Et il y a donc une deuxième couche qui est composée de la jeunesse, qui ne profite pas en réalité du développement économique ou des retombées économiques, en tout cas de ces partenariats-là. Et comme ils sont plus nombreux, vous savez qu'aujourd'hui, je crois que près de 50% des Africains ont moins de 25 ans. Donc on est dans une nouvelle génération aujourd'hui qui a de nouvelles velléités. Premièrement, ils veulent profiter. Aujourd'hui, ils ont la possibilité de se connecter et de voir comment les autres jeunes des autres pays vivent. Ils veulent aussi vivre comme ça. Ils ont envie d'avoir accès à plus de développement économique. Et malheureusement, la France aujourd'hui va conditionner cela. Et ce sont ces jeunes-là, en réalité, qui vont être l'impulsion au final. C'est pour ça que moi, je pense qu'on parle réellement d'une nouvelle vision sur le très long terme, d'une nouvelle révolution. On a parlé la dernière fois du printemps arabe en 2011. Maintenant, nous, aujourd'hui, on aura la saison des pluies africaines, moi je l'appelle comme ça, où la France sera chassée parce qu'elle concentre, et aussi les élites qui ne rentreront pas dans un jeu souverainiste seront aussi écartées à long terme, court, moyen, long terme, et seront écartées. Jonas Moulenda, en tant qu'acteur politique, comment est-ce que vous interprétez cette montée du rejet de la France? Est-ce que c'est l'opportunité justement pour les États africains de réorienter leurs alliances? Ça a déjà été le cas par exemple avec l'Alliance des États du Sahel. Est-ce que finalement tous ces rejets ponctuels, on a évoqué le cas du Tchad, du Sénégal, Niger, Burkina, est-ce que c'est l'occasion d'aller vers une voie commune? Oui, mais l'Afrique n'a jamais parlé d'une même voie. Donc une voie commune, ce serait illusoire.
En revanche, ce que je peux dire par rapport à ces rejets, c'est la résultante de la mauvaise politique de la France sur le continent africain. Parce que quand vous comparez, on parlait à l'entame de l'autre émission, on parlait du Ghana, mais quand vous voyez le développement des pays anglo-saxons par rapport aux pays francophones, il n'y a pas commune mesure. Et même les valeurs de la démocratie, avec la France, c'est à géométrie variable. Prenez le cas du Tchad. Je vous ai dit, le président Macron est allé soutenir un putschiste, alors que les coups d'État sont condamnés. Il soutient Oligui Nguema du Gabon, qui a fait aussi un coup d'État, alors qu'il dit que la France œuvre pour l'instauration de la démocratie, la préservation de la démocratie à travers le monde. Il soutient les putschistes. Ça, c'est pas pour arranger. Et puis, c'est toujours la même France qui choisit les dirigeants au mépris de la volonté populaire. Et un facteur très important, c'est aussi la misère. Non seulement les contrats qui ont été établis dans les années 60 au sortir de l'indépendance profitent à la France. Les pays producteurs de ces richesses-là ne tirent pas le moindre profit. Enfin, du moins c'est la population. Donc ça ne peut pas... le sentiment anti-français est né avant même ce mouvement de souverainisme. Ce sentiment-là est là depuis. Alimenté par la misère qui sévit, sans oublier aussi les connaissances acquises par la nouvelle génération, notamment l'assassinat de certains leaders politiques qui étaient des espoirs pour le continent. Mais la France a joué un grand rôle là-dedans. Vous prenez le cas de Thomas Sankara. On sait que c'est Mitterrand, à l'époque, la France de Mitterrand. Il y a eu d'autres leaders qui ont été éliminés. Donc ça, lorsque les jeunes découvrent ces vérités qui étaient cachées, aujourd'hui avec Internet, les gens ont accès facilement à l'information, donc ça révolte. Et je crois que la France paye le salaire de son étourderie. Moi, je pense que, en fait, ce sentiment contre la politique française, il y a très, surtout ça s'est très développé avec le mouvement des activistes, avec aussi les mouvements des activistes contre, par exemple, le franc CFA, les études aussi, en fait, de certains intellectuels de haut renommée pour pouvoir en faire reformer cette monnaie. La politique française aussi qui n'a pas été parfaite. Moi je trouve que c'est un peu... c'est dommage parce que dans le sens où l'Hexagone avait tout pour pouvoir changer de paradigme. La diaspora africaine, c'est 4 millions de personnes. C'est des compétences, c'est des personnes qui sont intégrées en France. Donc, je dirais que l'Hexagone avait tout pour comprendre l'Africain. Pour pouvoir comprendre l'Africain, et surtout, la solution était claire. Il fallait laisser l'Africain être maîtresse de son destin, tout simplement. Aujourd'hui, il y a des symboles qui entachent malheureusement l'image de la France, comme les bases militaires. Il y a maintenant un mouvement de souveraineté, non seulement au niveau de la population, mais maintenant au niveau des décideurs qui se met en marche. Donc, c'est dommage. D'un point de vue économique, je pense que c'est important. Lorsque les différents accords ont été passés entre la France et les anciennes colonies, il y a toujours cette asymétrie. C'est-à-dire que la France est toujours... Vous savez, on a eu des dettes de l'endettement avec la France, où la France peut exploiter, s'est mis dans des positions, elle peut exploiter des puits de pétrole sur 200 ans. Il y a beaucoup d'accords comme ça qui ont été passés et qui n'ont jamais été passés dans l'intérêt, en réalité, de ces colonies. La France est venue se servir, mais n'a jamais permis à ces colonies-là de se développer. Comment on peut expliquer que nous avons un partenariat économique avec une puissance depuis plusieurs décennies et que nos États soient toujours comme ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire dans un état de délabrement perpétuel où il n'y a pas en réalité le trickle-down, comme disent les Américains, c'est-à-dire que l'économie se diffuse au sein de la population, alors que vous avez un partenaire économique puissant comme la France, qui aurait normalement pu et dû mettre en place des politiques pour développer les infrastructures. Vous allez dans les pays africains, les pays d'Afrique centrale, mais ils sont dans un état de délabrement terrible. Je ne dis pas que tout est imputable à la France. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'est pas normal que vous ayez un partenaire économique, politique, tout ce que vous voulez, qui soit toujours dans une démarche où, en fait, on vient prendre et on ne rend rien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'image de la France est écornée. On a parlé tout à l'heure du fait que la France, en réalité, comme je le redis, cristallise tous les maux de la jeunesse africaine.
non pas qu'elle soit la seule responsable, mais parce qu'elle est le bon bouc émissaire, elle est le visible. Elle est visible de par ses bases militaires, elle est visible du fait que ces entreprises soient chez nous, ces entreprises soient chez nous. On sait, les gens savent maintenant que par exemple, il y a des ports où la France avait la même mise depuis des décennies, c'est en train de changer. Mais en tout cas, il y a les questions économiques qui reviennent au cœur, en réalité, du développement de l'Afrique. Et la France se retrouve dans une situation où elle sera balayée par le temps. Pourquoi ? Parce que elle n'a pas voulu remettre en réalité en cause sa vision de l'Afrique et aussi essayer de mettre en place des partenariats gagnant-gagnant. Vous le disiez en début d'émission, cette volonté de se réapproprier sa souveraineté, Jonas, elle n'était pas forcément liée à la volonté de se tourner vers d'autres partenaires. Et pourtant, le retrait de la France, ça va forcément redessiner un petit peu les équilibres géopolitiques. Est-ce que le Tchad ne va pas devenir peut-être le nouveau terrain de conquête de la Chine, de la Russie ? C'est possible. Mais moi, je m'en tiens au discours du président Mamad lorsqu'il a accordé l'interview à vos confrères de RFI. Il avait dit le Tchad n'est pas là pour chercher un nouveau maître. C'est ce qu'il avait dit. C'est ce qu'il avait dit. Maintenant, les hommes politiques, c'est un militaire qui a tronqué sa tenue pour... Est-ce que les deux sont incompatibles, cette volonté de redéfinir sa souveraineté et le fait de se tourner vers d'autres partenaires? Il peut se tourner vers d'autres partenaires, mais pas pour un partenariat militaire. Si c'est pour un partenariat militaire, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce qu'on ne fouille pas la pluie pour se réfugier dans la rivière, madame. Donc, ce que je sais, c'est que le Tchad, c'est un grand pays, c'est une grande armée. Elle n'a pas besoin de ça. Elle a besoin d'un partenariat peut-être pour des équipements, mais pas pour avoir une base militaire au Tchad. Puisque les raisons qui étaient avancées, c'était pour contrer l'évolution du djihadisme dans le Sahel, mais on n'a rien vu, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger. On n'a pas vu l'efficacité de l'armée française sur le terrain. Pour anticiper sur certains événements majeurs comme le coup d'État, pourtant il y a eu un coup d'État au Niger, il y a eu un coup d'État au Gabon, il y a eu au Burkina Faso. Donc, mais l'armée française qui est présente dans ces zones-là, et même les services de renseignement, parce que n'oubliez pas, en ce qui concerne le Gabon, la DGC, le bureau Afrique centrale, c'est au Gabon. Mais comment on n'a pas anticipé? Vous savez, aujourd'hui, la France ne doit s'en prendre qu'à elle-même. Il y a eu beaucoup de signaux. Il y a des clignotants qui sont allumés sur son chemin, lui prévenant que même le bonheur le plus parfait peut connaître des altérations. Et là, le bonheur avec l'Afrique a connu cet abîme, mais j'ai peur qu'il n'y ait pas un point de retour. Parce que c'est vrai qu'au Tchad, à la différence du Sénégal, le Sénégal a juste annoncé. Il n'est pas encore passé dans l'application. Bon, j'espère que le Tchad va franchir, que le Sénégal va franchir le Rubicon pour que ça serve un peu d'exemple. Je crois qu'il faut, comme je l'ai dit, découpler la relation, le partenariat militaire avec le partenariat économique. On peut avoir des échanges économiques sans pourtant cette présence militaire qui témoigne d'une volonté paternaliste afin de contrôler, sinon du néocolonialisme. Ça continue. En quoi sommes-nous libérés si on a toujours des bases militaires? On peut, la formation, on a des officiers qui sont formés à Saint-Cyr et autres. Donc, quelle est la formation qui se passe sur le terrain? Rien. Et puis, quelle est la valeur sur le plan économique? Les militaires français, je vous assure, tous leurs produits alimentaires viennent de la France. Ils n'achètent même rien sur le continent africain. Est-ce que ce retrait va avoir, Cédric Amjeu, des répercussions justement économiques, comme l'a évoqué Jonas à l'instant? Ah non, pour l'instant, je ne crois pas. Je pense que c'est pour l'instant, encore, les retraits sont purement sécuritaires, militaires. Mais je pense que il a dit même dans son discours, je pense, le président Mahama, c'est-à-dire qu'il a rompu les accords militaires avec la France, mais la France reste un partenaire privilégié économique pour le Tchad, comme d'ailleurs d'autres partenaires maintenant, la Chine, la Russie et autres. Donc non, économiquement, je ne pense pas que ça aura un effet. Mais effectivement, il a aussi dit qu'il ne va pas changer de maître. Donc, de son discours, on s'attend à ce que la maître tchadienne prend les rênes et assure la sécurité du pays. Surtout que le Tchad a quand même une histoire en fait, d'être un pays de soldats. Presque tous les présidents du Tchad ont été des soldats. Et donc, c'est la plus grande armée de l'Afrique centrale, la plus forte d'ailleurs. Donc, oui, effectivement, si on suit le discours du président Mahamat, on est plutôt dans un sentiment qu'on laisse la place à la l'armée tchadienne pour pouvoir faire le boulot. Alors, moi je vais réagir en deux points. Le premier point, c'est de se poser la question, est-ce que dans
dans 10, 15, 20 ans, le fait que l'armée française se soit retirée figurera dans nos livres d'histoire en réalité. Moi, je pense que oui, parce que c'est vraiment un événement historique qui vient de se passer, qui a une réelle importance. Et je pense qu'il y a un avant, il y a eu un avant et il y aura un après la décision de Mahamat, fils du président tchadien. Pour une chose. Deuxième chose, vous avez tout à l'heure posé la question de savoir si le fait que les Français s'en aillent en réalité et que les Russes viennent, est-ce que cela montre une forme de paternalisme? Moi, je dirais non. Ça peut devenir un terrain de conquête. Moi, je dirais non, oui. Moi, je dirais non. Pourquoi? Parce que c'est la possibilité, c'est un État souverain qui choisit ses partenaires. Qu'ils soient économiques, qu'ils soient politiques, qu'ils soient militaires, ça n'a pas d'importance. C'est le Tchad qui décide que la Russie va venir nous... La Russie. Wagner, donc la milice Wagner qui ne représente pas la Russie. Paramilitaire russe, exactement, qui ne représente pas l'État russe, va venir et mettre en place un partenariat avec nous. Donc c'est nous qui choisissons. C'est déjà, en fait, nous les Africains, pour qu'on puisse avancer dans notre histoire, on a besoin de symboles forts. Je ne suis pas d'accord avec vous. Attendez, je termine juste. On a besoin de symboles forts. Ça veut dire qu'on a besoin, vous savez, l'histoire française s'est construite sur des symboles. Le drapeau, la guerre mondiale, etc. Cette victoire. Nous aussi, on a besoin de symboles. Et les symboles passent par le fait de casser la mainmise qu'un État avait sur nous. Deuxième chose, le fait de choisir et d'avoir le choix aussi, c'est un symbole. C'est un symbole de grandeur pour un État. C'est se dire, je choisis mon partenaire militaire, je choisis mon partenaire politique, je choisis mon partenaire économique. Et nous avons besoin de ça aujourd'hui. Nous avons besoin que les dirigeants nous montrent cet exemple-là. Jonas. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui quand il parle de souveraineté en intégrant la dimension militaire. Qu'on le veuille ou pas, Wagner, c'est une milice paramilitaire. D'accord? Le Tchad n'a pas besoin de ça. Le Tchad a besoin d'un partenariat, d'une assistance peut-être technique sur le plan. Parce formation. Que, voilà, la formation, vu la position géographique du Tchad, avec des voisins comme la Libye. Oui, la Libye. Ça reste un pays qui... Oui, la Libye au nord, le Soudan à l'est, la Centrafrique, le Cameroun. Donc ces pays, et qui reçoit aujourd'hui cet afflux de réfugiés, a besoin d'avoir une armée suffisamment solide. Elle est déjà militairement solide. Maintenant, c'est sur le plan d'équipement, le Tchad a besoin d'une assistance ou d'une coopération. Maintenant, importer encore la main-d'œuvre militaire, je dis, on n'est pas sorti de... C'est pas la souveraineté. Parce que l'armée, c'est le domaine de souveraineté d'un État. Ce sont des symboles de souveraineté d'un État. Si vous avez un point important, Jonas, la position stratégique du Tchad, qui est entourée de pays dont certains sont source de tensions. Hein, on pense oui, Soudan, mais l'armée tchadienne peut faire face à ça. L'armée tchadienne est capable? Oui, elle en est capable. Je pense qu'on dit la même chose, en réalité. Je pense qu'on est d'accord. Juste sur le plan économique, je suis d'accord avec vous. Même sur le militaire, on est d'accord. Le militaire n'a pas besoin. Et puis les Russes, vous ne connaissez pas les dégâts que les agents de Wagner foutent. Ils font des crimes terribles. Non, permettez-moi juste de rebondir sur ce que... d'argumenter sur ce que vous avez dit. On dit exactement la même chose. Vous avez été d'accord sur le fait qu'il peut y avoir des formations, qu'on peut avoir besoin d'équipements, par exemple, pour pouvoir combattre pour que le Tchad puisse combattre d'autres, les rebelles ou peu importe. On est d'accord. Lorsque je parle d'un déploiement militaire et lorsque je parle d'une coopération militaire, c'est-à-dire la possibilité de choisir, ce n'est pas forcément que Wagner, avec ses hommes, viennent pour régler nos problèmes, parce qu'effectivement, on est d'accord, ça ne va pas arranger les choses. On a besoin d'une armée qui est capable de gérer ces problèmes, mais on est d'accord sur le point que quand on parle de partenariat, ça veut tout dire et rien dire. Ça veut dire qu'on peut avoir des partenariats au niveau des armes, peut-être qu'ils peuvent nous en fournir, peut-être qu'ils peuvent nous fournir de l'équipement, peut-être qu'ils peuvent nous former, mais ce que je veux dire par là, c'est que on peut définir le fait d'avoir... Parce qu'avec la France, on ne définissait pas. La France arrivait chez nous, elle fait ce qu'elle veut, elle a ses bases militaires, on ne sait pas trop pourquoi elles sont là, mais elles sont là. Tandis qu'avec Wagner, la milice Wagner, peu importe qui est là, que ce soit les gens du Moyen-Orient, peu importe qui vient nous aider, si on définit clairement, on se dit que, ok, on a notre armée qui est capable de faire ça, mais n'est pas capable de faire autre chose. Et on se rend compte que, par exemple, l'armée israélienne, je prends un exemple, elle sait faire ça. Donc, on va nouer un partenariat avec elle pour qu'elle puisse nous former. Mais je pense que dans ce cas-là, on se rejoint. Vous pensez que des paramilitaires peuvent former des militaires?
Non. Peut-être Ils sont pas militaires. certaines armes, peut-être. Oui, des armes, oui, mais pas formés. Dans le domaine de la formation, nous avons des écoles en Afrique. Moi, je milite même plus pour une armée africaine. OK? Pour une armée africaine. Que l'OUA, enfin, l'Union africaine, l'UA, qui est devenue l'UA, puisse avoir une armée efficace, qui peut intervenir s'il y a un conflit aujourd'hui qui éclate, par exemple, au niveau du Tchad, que l'armée africaine puisse intervenir. Que de voir ce qui se passe là, comme en RDC, où on a vu les soldats des Nations Unies qui ne foutent pratiquement rien. Les gens sont massacrés. On est d'accord. Moi, je suis d'accord avec vous qu'il nous faut une armée africaine. Il nous faut une armée. Mais pour l'instant... Une armée africaine qui a des valeurs africaines. Oui, mais pour l'instant... Et qui puisse comprendre les peuples qu'ils vont défendre. On est d'accord. Mais pour aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, nous n'avons pas d'armée africaine qui est capable de se déployer dans les différents pays africains. Pourquoi? Parce que l'Union africaine, d'abord, on ne peut pas compter dessus. L'Union africaine, elle n'a pas les moyens, premièrement, et l'Union africaine ne sert pas les intérêts des Africains. Il faut savoir que l'Union africaine est financée à 75% par des bailleurs de fonds extérieurs au continent africain. Donc la solution ne viendra pas de l'Union africaine, ça c'est sûr. Maintenant, moi je pense plus à une force régionalisée, c'est-à-dire qu'on a par région, on essaie de mettre en commun les forces militaires que nous avons pour pouvoir intervenir sur les différents sites. Mais aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, nous ne sommes pas dans cette possibilité-là. Nous avons des partenaires extérieurs et nous avons déjà des problèmes avec les rebelles. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On reste comme ça, on attend. C'est pour ça que je pense qu'un partenariat, c'est important, mais qu'il soit bien défini. Un partenariat, plutôt, j'appellerais ça un partenariat de carence. C'est-à-dire que là, on n'arrive pas à avoir des résultats, on appelle des militaires qui vont venir nous aider ou des forces, peu importe d'où elles viennent, pour pouvoir nous former. Maintenant, lorsqu'on sera capable de gérer cela, on le fera. Ça, c'est ma vision des choses. La transition est toute faite. On arrive déjà au terme de l'émission. Merci Frédéric Tchoungui pour votre analyse et votre conclusion. Merci, Cédric Amdieu, merci d'avoir été avec nous. Jonas Moulenda, merci également d'avoir été parmi nous sur le plateau de Vox Live. On se retrouve pour un prochain numéro très vite. Restez avec nous. N'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux, à nous suggérer des thèmes d'émission et surtout commenter. Votre voix est importante. À très vite sur Vox Live. Vox Africa. The Voice Afrique francophone saison 5, édition spéciale Côte d'Ivoire, les backstage des épreuves en live. Ils étaient des dizaines de talents au début de l'aventure. Et à l'issue des épreuves en direct des quarts de finale, demi-finale et finale, Vova de la team Mix Premier a soulevé le grand V de la victoire. C'est la confirmation totale. Tous les classements sont confondus. Merci. Sur Vox Africa et sur YouTube, plongez avec nous dans les coulisses de la soirée des quarts de finale sous le grand dôme du parc des expositions d'Abidjan. Le Seigneur a été fidèle à la vision qu'il nous a donnée. À ne pas rater toutes les émotions palpitantes de la préparation des talents, l'attitude des coachs, la pression des équipes de la production, la touchante aventure humaine derrière le plus grand show musical télévisé panafricain. C'est parti. Vox Africa.